Marjo. Juju. Juju. Bienvenue à ce nouvel épisode de Sors de ma tête. Donc, dans cet épisode, on va parler des troubles alimentaires. Donc, c'est un sujet quand même qu'on trouvait important de discuter, mais on veut quand même vous faire un trigger warning à nouveau parce que si vous ne vous sentez pas bien, ça pourrait vous déclencher des émotions négatives. Donc, vous êtes un public averti, mais on vous encourage quand même à écouter la discussion. Ça a été vraiment, vraiment intéressant. Oui, puis surtout que la discussion a été menée par deux de nos invités, deux invités évidemment, donc qu'on a été très, très contents de recevoir. Donc, l'expert, cette fois-ci, était Dr. Howard Steiger, qui est clinicien et chercheur leader dans son domaine, même au Douglas ici, au programme et à la clinique des troubles alimentaires, donc avec 35 ans d'expérience quand même. La plus grande clinique au Canada, dois-je préciser, donc Ouais. vous avez l'expert. Juste pour se flatter un peu dans le dos, même si on n'a rien à voir là-dedans, le C'est Douglas, pas c'est très bien connu pour ça. Ouais. Et puis aussi, on a pu discuter de troubles alimentaires avec Gloria Bella, qui a accepté de partager de son expérience avec nous, donc qui est créatrice de contenu depuis 10 ans. Oui. Depuis qu'elle a 12 ans, donc c'est quand même intense. Et puis, justement, donc avec eux, on a pu discuter un peu de troubles alimentaires. C'est quoi les différents types de troubles alimentaires? C'est quoi les expériences de certains individus, les symptômes, mais aussi comment est-ce qu'on développe un trouble alimentaire. Donc, c'est pas ce qu'on pourrait penser. Donc, assez intéressant de discuter de ça. Puis comment est-ce que, justement, ça peut être influencé par les réseaux sociaux, mais aussi la pandémie. Oui, et puis grâce au Fonds de recherche du Québec, qui sont nos partenaires encore une fois pour cet épisode-là. Et on remercie aussi le Studio Viva, sans qui on ne pourrait pas enregistrer nos podcasts. Donc, merci à ces deux partenaires encore une fois. Donc, je pense que on vous laisse dans la discussion, puis on vous encourage aussi à poursuivre la discussion dans la barre des commentaires, là, si vous êtes sur YouTube, ou de venir nous voir sur notre page Instagram, Sors de ma tête, où est-ce qu'on va avoir plusieurs infographies aussi sur la thématique de l'épisode de ce mois-ci. Donc, sans plus tarder, Bonne écoute. Bonne écoute. Bon podcast. L'image corporelle est un concept qui revient souvent auprès de tous et toutes. Puis l'image corporelle est étroitement liée à la confiance en soi et, dans certains cas, à la santé mentale. Donc, la thématique d'aujourd'hui pour l'épisode actuel sera donc sur les troubles alimentaires et la santé mentale. Donc, oui, et qui de mieux pour prendre part à la discussion que notre expert Howard Steiger et la créatrice de contenu Gloria. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Merci. Puis, dans le fond, on commence toujours un peu plus mollo, comme d'habitude, donc avec une petite anecdote de chacun de nos invités, parce qu'on rentre quand même assez fort dans un sujet après. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être une anecdote concernant la cuisine qui vous est arrivée, là, donc, pour briser la glace. N'importe qui, ça fait Je peux commencer. Ouais. Ben, c'est vraiment simple comme anecdote, mais moi, quand je me fais à manger, vu que j'habite seule, je fais des grosses portions pour ma semaine, fait que je fais du meal prep. Puis il y a 2 jours, je me suis fait un meal prep, puis là, j'ai comme du riz j'ai comme vraiment sous-estimé les quantités. J'ai du riz pour à peu près 25 personnes. Puis c'est ça qui se passe, mais je vais essayer d'en manger le plus possible pour pas gaspiller. J'ose les proportions. C'est ça. Dr. Steiger? Peut-être, Gloria, vous pourriez amener le riz à notre programme du jour. On a beaucoup de gens qui ont besoin de manger là-bas. Mon histoire serait, je suis convaincu que je travaille dans les troubles de l'alimentation parce que j'aime la nourriture, j'aime la bouffe, j'aime faire la cuisine. Croyez-le ou pas, j'ai été une fois invité sur l'émission de Ricardo. Vous savez, le grand chef qui a une émission sur la cuisine. Parce que dans notre programme du jour, les patientes cuisinent leur propre repas. On prépare leur propre repas. Et une de leurs repas favoris, c'est une sandwich au tofu et betterave de Ricardo. Alors, quand il a entendu ça, il m'a invité de venir un peu comme son assistant et aussi de parler des troubles de l'alimentation. C'était très intéressant. Nice. Je savais pas que Ricardo faisait des émissions dans lesquelles il parlait de la santé mentale. C'est vraiment intéressant.
Oui, c'est ça. C'est Est-ce que vraiment tu un 360. Oui, vraiment. Marjo, as-tu une anecdote avec la cuisine? Moi, je déteste cuisiner. Puis, j'adore la nourriture, mais par pure paresse, je suis incapable de cuisiner. Donc, Yes. quand je reçois des invités chez moi puis que j'essaie de m'efforcer à cuisiner, Ça va mal. ça donne pas toujours ce que je veux. Mais ça finit toujours mangeable. Il n'y a personne à date qui m'a rien dit. Mm. Ah, yo, c'est peut-être pas parfait. Tu me le dirais là. Toute Ouais, vérité n'est pas bonne à dire. c'est ça, exact. Ouais. Surtout quand tu es chez la personne, des fois, je pense que peut-être un Mhm. peu plus de retenue. Mais Ouais. pour la prochaine fois. Moi, c'est l'inverse de Gloria. Depuis que j'habite en appart, tu sais, je fais comme plus de bouffe parce qu'on dirait que cuisiner pour une personne, c'est comme moins C'est motivant. vraiment moins motivant, vraiment. C'est ça. Fait que Mhm. là, finalement, je fais beaucoup trop de Mr. Noodle depuis. Je comprends. C'est comme des ramen tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le midi, le soir, n'importe quand, comme collation de fin de soirée, c'est toujours des Mr. Noodles. Fait que c'est comme pas vraiment une anecdote, c'est plus triste. Faudrait que genre, je recommence à cuisiner Mhm. pour deux personnes, mais ouais, ça serait ça, ma première anecdote. Mais pour vrai, c'est fou comment faire du meal prepping. Quand t'habites seule, ça t'aide justement. T'es comme tu comprends que genre, OK, ben je vais me faire des lunchs, puis ou je vais cuisiner comme actually, mais je vais manger tout la même chose là, C'est ça. cette semaine. C'est ça qui Ouais, me bug. Je me sens comme un peu un animal quand je mange toujours la même chose. je comprends. Ouais, ouais, genre les petits repas en portions. Les mêmes portions. Mais Ouais, ouais, j'avoue que je devrais me changer un peu ma façon de penser là-dessus. Est-ce qu'on rentre dans le sujet? on peut rentrer dans le Ouais. sujet, je pense. Donc, suite à cette mise en contexte, Ouais. donc on va rentrer directement dans le sujet. Donc, professeur Steiger, pour nous mettre en contexte, je pense que ce serait important de bien définir c'est quoi les troubles alimentaires. Mm. Et puis, on sait qu'ils se regroupent en plusieurs sous-types. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. I mean, tous les troubles de l'alimentation partagent une sorte de préoccupation excessive avec le poids, le contrôle du poids, l'alimentation, l'image corporelle. Mais il y a des variations différentes euh, qui comprennent ces choses. Mm. Ce qui est le mieux connu probablement, c'est l'anorexie nerveuse. C'est ces troubles dans lesquels la personne se rend dénutrie, parfois dangereusement squelettique, en dépit du fait que tout le monde autour supplie, s'il vous plaît, mangez, mangez. Pour comprendre ça, il faut penser de quelqu'un atteint d'une phobie de prise de poids, littéralement, tel que faire n'importe quoi qui pourrait amener à une prise de poids devient terrifiant. OK. Il y a aussi la boulimie, euh, qui semble être l'opposé de l'anorexie. C'est à propos de l'empiffrement, des excès, ce qu'on appelle des orgies alimentaires, avec un terrible manque de frein pour s'arrêter, suivi par un effort de compenser pour les calories qu'on a ingérées. Alors, ça peut être par des vomissements, l'abus de laxatifs, l'exercice compulsif, des jeûnes prolongés, toutes sortes de moyens. OK. Ça semble être l'opposé de l'anorexie, mais il faut comprendre que comme quelqu'un qui a l'anorexie, la personne qui a la boulimie a une peur de prendre du poids ou de perdre contrôle sur la prise de poids telle que il ou elle aussi va se restreindre excessivement. Et les restrictions donnent chez certains individus à une perte de contrôle sur l'appétit et des tendances envers la boulimie, Mm. les empiffrements. Il y a aussi ce qu'on appelle hyperphagie boulimique, qui est comme la boulimie, sauf sans compensation. OK. Donc, il y a des excès, des empiffrements répétitifs sans compensation, tels que la personne va ou se rendre tranquillement, avoir l'embonpoint, ou c'est aussi un symptôme qu'on voit chez les gens qui ont de l'obésité depuis longue date. Mhm. Plus récemment, il y a une trouble, en anglais on appelle ça ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. En français, c'est trouble de l'évitement et restriction de la gestion des aliments. OK. Comme dans l'anorexie, la personne atteinte de ce trouble se rend dénutrie ou très squelettique parfois, de plus en plus fréquemment, on a besoin d'hospitaliser même les gens atteints de ce trouble, sauf c'est poussé pas par une peur de prendre du poids, mais plutôt une peur d'ingérer des choses malsaines
pas assez bio, euh, pas assez normal, ou peut-être juste avoir développé des goûts très importants pour la couleur ou texture de certains aliments. OK. Alors, il y a toutes sortes de variétés, mais il faut comprendre que c'est pas juste des caprices, c'est des choses dans lesquelles les gens sont tourmentés, souvent préoccupés tout au long de la journée à propos de qu'est-ce que j'ai mangé, quand est-ce que je vais manger prochainement, etc. Alors, ça peut, ils peuvent être des choses assez nocives pour la personne. Mhm, vraiment. Oui, puis dans le fond, justement, Gloria, t'en as parlé souvent sur tes réseaux sociaux Mhm. de ton trouble alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton expérience par rapport à ça? Oui, ben en fait, quand j'étais au secondaire, j'ai eu un trouble alimentaire qui ressemblait plus à comme justement de la privation de nourriture. Donc, je mangeais pas, puis après ça, je mangeais des tout petites quantités, puis j'ai été excessivement mince, puis c'est comme très, presque squelettique. Puis éventuellement, je me suis remis de ce trouble alimentaire-là en réalisant que mon corps avait besoin de manger, que vraiment comme la relation avec la nourriture que j'entretenais n'était pas bonne pour moi, puis que il y a beaucoup de mon corps qui vient de ma génétique. Mhm. Parce que quand j'étais plus jeune, je comprenais pas nécessairement, puis j'avais pas la maturité émotionnelle non plus de d'accepter ça. Puis éventuellement, c'est ça, j'ai comme vraiment eu un gros recovery pendant, mettons, la pandémie. Moi, ça m'a full aidé à ce niveau-là, comme j'ai comme commencé à manger 3 repas par jour, à me faire de la nourriture. Je suis partie en appartement aussi, fait que j'avais comme vraiment plus de contrôle sur ce que j'ingérais aussi, ce qui peut être une bonne et une mauvaise chose pour tellement de gens, tu sais. Mhm. Mais donc, j'ai vraiment eu un gros recovery. Puis là, dans la dernière année, je suis comme en rechute, genre dans mon trouble alimentaire. Puis j'en parle comme de temps en temps sur mes plateformes pour justement sensibiliser les gens que moi, je suis une fille curvy, puis tout ça, puis j'ai quand même un trouble alimentaire. Mhm. Puis ça veut pas dire que quelqu'un n'est pas squelettique, que ça ne peut pas comme être présent pour chez quelqu'un, tu sais. Donc, c'est ça, pour moi, mon expérience personnelle, ça ressemble un peu à ça. Puis, euh, je pense que c'est tu sais, vivre avec un trouble alimentaire, même si tu t'en sors un jour, ça va toujours être une pensée qui peut revenir facilement dans ta vie, qui prend de la place, qui est là, qui t'accompagne dans tes repas, dans la cuisine, dans ton poids, peu importe. Puis c'est d'apprendre à vivre avec ça, puis de comprendre que c'est juste une pensée, puis que t'as pas besoin d'atterrir à cette pensée-là, puis que c'est comme c'est c'est tellement malsain pour soi, tu sais, de carburer à je sais pas, comment je pourrais dire, c'est comme ben, carburer à ces pensées-là toxiques, Ouais. c'est c'est vraiment malsain au bout du compte, tu sais. Fait que de le reconnaître, puis tu sais, c'est pas parfait, puis je suis consciente qu'en ce moment, je suis en rechute, mais pour moi, juste le fait de le nommer, puis de le dire dans un podcast, puis qu'il y a des gens qui vont voir ça, je suis comme, ben, ça prouve que je suis pas où est-ce que j'étais avant, parce qu'avant, il y avait vraiment personne qui le savait. OK. Puis j'en parle ouvertement, tu sais, comme maintenant, de comme, tu sais, quand je mange comme avec des amis, tu sais, je suis comme, ah, genre, moi, il se passe des choses pour moi en ce moment, là, tu sais, c'est comme, fait que ça m'aide vraiment d'être capable d'en parler, mais ouais, on apprend à vivre avec, je pense, puis on forme des outils, des ressources éventuellement en vieillissant pour comme canaliser ça mieux, puis comme que ça soit pas nécessairement aussi toxique pour nous, mais quelque chose qui reste présent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le voudrait, tu sais. Ouais. Et Gloria, ce que tu nommes, ça souligne le fait que dans un trouble de l'alimentation, oui, il y a une préoccupation, on pourrait même dire obsession parfois avec Mhm. le poids et l'alimentation, qui peut être réactivée à des moments Mon Dieu, oui. clés où il y a quelque chose qui ramène le souci. Alors j'espère bien que tu vas retrouver cette place où tu étais, où tu dirais que tu étais rétabli. C'est pas vrai qu'on doit toujours avoir une trouble de l'alimentation. Ça peut être une chose collante, mais et apte à peut-être retourner quand on est stressé ou à d'autres moments. Ouais. Mais c'est aussi vrai que les gens se rétablissent complètement de ça et se libèrent carrément de ce genre de préoccupation éventuelle. Ben, c'est encourageant de Donc, savoir ça. il faut jamais abandonner, lutter contre et vraiment travailler ses propres pensées et croyances pour tel qu'on peut. Absolument. Est-ce que je mets trop de cash sur l'importance de l'image corporelle ou le poids tel que c'est pas mon meilleur intérêt? Euh, Mhm.
Et fondamentalement, peut-être, souvent, et je suis sûr que c'est vrai dans ton cas à toi aussi, c'est pas un problème de poids, c'est un problème de préoccupation avec le poids. Et c'est pas un problème de poids, plutôt une phobie de prendre du poids. Mhm. Puis à ce Et, moment-là, ce serait quoi les ingrédients? Donc, vous parlez que dans certains cas, il y a des gens qui peuvent se rétablir complètement. Donc, ce serait quoi les ingrédients qui permettent ou qui font en sorte qu'une personne peut se rétablir, en fait? Mhm. Wow, tu me poses la question le plus difficile que possible parce que euh, juste, je fais ce genre de travail depuis plus de 35 ans et il y a tous des cliniciens et chercheurs autour du monde qui essaient de répondre à cette question. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est des choses différentes pour chaque individu différent. Mhm. Alors, on peut jamais dire qu'il y a une piste au rétablissement, sauf un ingrédient qui semble être clair, c'est d'établir une sorte d'alimentation stable pendant une période assez longue, même dans ce sens de se faire une exposition à une alimentation régulière, au poids normal, etc., est une chose qui est nécessaire. En partie parce que on s'habitue à une alimentation, on retrouve une sécurité dans une alimentation normale, mais aussi parce qu'il y a des séquelles euh, physiologiques. C'est jamais bon pour tous ces systèmes de neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, ces choses dépendent sur les nutriments qu'on obtient dans notre régime alimentaire. Donc, la personne qui se restreint trop ou qui fait trop de restrictions caloriques, ces genres de choses, va altérer son état cérébral, littéralement, tel que ça augmente l'anxiété, l'obsessionnalité, les problèmes d'humeur, et ça le rend de plus en plus dur de s'en sortir. Donc, à ce moment-là, si je peux me permettre, ça se décrit comme un cercle vicieux de le moins ton Ben, c'est cerveau a ça. accès à des nutriments, le plus on engage dans certains symptômes, c'est ça? Ouais, ben, moi, de mon expérience personnelle, je peux me prononcer de cette façon-là. Euh, Tu sais, dans des moments de privation de nourriture, il y a, moi, comment je le vis, puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais c'est vraiment comme, mettons, je vais être comme fière de moi de pas avoir mangé, ce qui est tellement malsain, là, genre, je faites pas ça à la maison, là, Mhm. clairement. Euh, mais cette comme de fierté-là est pas normale pour justement les nutriments que mon corps a besoin. Fait que je vais comme carburer sur ça, mais à un moment donné, c'est comme un élastique que t'étires qui pète, là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, mon cerveau a besoin de nutriments. Fait que là, je vais être comme, j'ai faim. Puis là, vu que j'ai faim, je vais être comme, ben non, comme j'ai faim. Fait que là, ça va crasher mon humeur parce que je suis comme, j'ai pas de contrôle, j'ai pas de contrôle. Puis là, ben, je vais manger. Puis là, le fait de manger va réguler que, dans mon cerveau que j'ai perdu le contrôle, genre. Mais OK. techniquement, c'est juste mon corps qui a besoin de nutriments puis qui est comme, hey, allô, c'est comme, on a vraiment besoin de manger une pomme ou genre, whatever que tu veux manger, là, tu sais. Fait que c'est ça, comme, puis c'est que moi, personnellement, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui le vivent comme ça aussi, c'est mon moral, mes émotions, mes ressentis sont vraiment liés à mon poids et à mes quantités de nourriture ingérées quand je suis dans mon trouble. OK. Puis là, tu sais, c'est pas comme tout le temps parce que j'ai vraiment eu des périodes vraiment comme magnifiques où est-ce que j'étais comme en paix puis c'était plus obsessif. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je vais avoir comme je vais avoir comme l'impression que l'alimentation puis mon poids mènent ma vie, littéralement. Fait que si ça va bien, que comme, OK, j'ai bien mangé cette semaine, puis là, j'ai fait ça, puis je me suis entraînée, puis là, je vais comme me gratifier comme ça, puis là, ça va devenir comme ma confiance en moi, mais Mhm. qui est tellement éphémère parce que dès que là, je vais manger un petit truc, un petit cheat, là, je vais être comme, ben non, je suis pas ça, je suis pas ci. Mais tu sais, c'est comme, c'est c'est tellement pas ça qu'il faut faire, là. Mais c'est comme ça qu'on se sent quand on a un trouble alimentaire, tu sais. Puis c'est comme, moi, je le vis dans la perte de contrôle autour de la nourriture, mais parce que je me restreins trop, tu sais. Sauf que c'est pas ça pour tout le monde. Il y en a que c'est pas nécessairement ça. Il y en a aussi que c'est juste obsessif, justement, de manger bio. C'est vraiment comme
c'est tellement propre à chacun, puis ça veut pas dire que moi, je le vis comme ça, que c'est ça, les troubles alimentaires non plus. Mais c'est vraiment délicat, puis ouais, ça- Et Gloria, est-ce oui. que tu serais d'accord? Ah, mais je pense que tu soulignes le fait que dans une trouble de l'alimentation, il y a une sorte de perte de limite à quelque part. Mhm. Tel qu'on peut jamais se sentir qu'on a mangé, contrôlé son alimentation assez, est devenu assez mince. Et dans ce sens-là, on veut toujours faire un peu plus et un peu plus, qui reflète le fait que peut-être c'est associé avec une tendance générale de ne pas toujours établir des limites bien. Être trop Ouais, travaillante peut-être, ou apte à étudier trop, toujours un peu plus, juste au cas où on n'a pas fait assez, ou peut-être être trop soucieuse d'être mhm. une bonne personne à tous ses amis, ou être là pour les autres. Alors, une chose qu'on travaille toujours, c'est vraiment de développer la confiance en son propre jugement, d'établir des limites, des choses comme ça. Tellement. C'est fou parce que vous dites ça, puis pour vrai, moi, j'ai des frissons. Je suis comme, ah, c'était vraiment une grosse prise de conscience pour moi de, d'être comme, mais dans le fond, c'est vrai, là, tu sais, si j'arrive pas à mettre des limites comme dans mon contrôle envers la nourriture, comme, tu sais, moi, je suis pas dans l'anorexie comme tout le monde le connaît, là, tu sais, d'être maigre, etc. Je suis vraiment plus dans le trouble alimentaire de comme justement, c'est ça, perte de contrôle. Puis de me refléter ça dans ma vie personnelle puis de faire, ben, c'est où que je me restreins, que je devrais mettre des limites, peut-être que je devrais comme plus être à l'écoute de mes besoins, mais que je le fais pas. Parce que c'est sûr que ça se traduit dans des comportements alimentaires après. Ouais, c'est vraiment intéressant. Oui, et je pense que c'est important ce que tu dis aussi. Les gens réalisent pas toujours que c'est la majorité des gens qui ont un trouble de l'alimentation l'ont invisiblement. C'est pas qu'on est Ouais, vraiment. dénutri, c'est pas qu'on a un poids trop bas, et comme tu décris, on peut développer ce genre de souci excessif pour risquer de perdre contrôle sur le poids à n'importe quel poids. Vraiment. Et mentalement, ça devient également nocif et préoccupant. On se perd un peu dedans. Comme tu t'as dit avant aussi, tranquillement, le trouble alimentaire prend de plus en plus de place dans sa vie, tel que finalement, ça colore tout ce qu'on fait. On ne peut pas être invité sortir sans penser, est-ce que je vais falloir manger dans un restaurant avec mes amis ou ces genres de choses-là. Mhm. Alors, il y a cet élément où ça devient comme une obsession qui touche tout. Il y a ça. Et pour le surmonter, vraiment, il faut vraiment travailler cette question. Est-ce que c'est le poids ou est-ce que c'est une obsession? Mhm. Si je Mhm. me préoccupe constamment avec, je ne sais pas, la peur de développer un cancer et je vais à mon médecin répétitivement pour des tests, peut-être c'est plutôt le souci qui est le problème que mon santé. Alors, on a besoin de vraiment prioriser, savoir où ça se situe le problème. Mhm. C'est intéressant aussi ce que vous renforcez un peu le point que Gloria mentionnait aussi, plutôt qu'il n'y a pas de prototype, de stéréotype physique Non. Exact. qui est en lien non plus. Donc, et puis, en fait, ça m'apporte un peu à une question aussi mais tu sais, on parle beaucoup des troubles alimentaires, les symptômes, ce que ça cause, tout ça, mais comment est-ce que c'est développé? Donc, on entend beaucoup, par exemple, que c'est social, c'est culturel, mais qu'est-ce qu'on sait par rapport au développement des troubles alimentaires? Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on a récemment, la science éclate beaucoup de mythes. Mm. C'était vu comme purement, initialement, une problématique de famille dysfonctionnelle, mère envahissante, père absente, toutes sortes de notions comme ça. Ça ne veut pas dire que, oui, on peut développer un trouble de l'alimentation étant issu d'une famille problématique, mais ce n'est pas compris comme la cause ultime ou majeure. Dans le même sens, oui, il y a un rôle pour la société, les facteurs socioculturels. On ne peut pas développer un trouble alimentaire sans faire de la restriction calorique. À quelque part, c'est le déclencheur ultime, qui veut dire que les pressions dans notre culture qui causent presque tout le monde de se sentir qu'on a peut-être un poids trop élevé, on devrait perdre un peu de poids. Ça joue un rôle. Mais c'est clair que les troubles de l'alimentation ont aussi une biologie très importante.
Elles sont héréditaires, elles courent dans des familles. Le concordance pour les troubles alimentaires chez les jumelles identiques, par exemple, est très élevé. Euh, et nous comprenons aussi les troubles comme étant un peu le résultat de l'activation d'une vulnérabilité physique qui est réelle, que la personne porte génétiquement par toutes ces expériences de sa vie. Nous faisons dans notre programme beaucoup de recherches, ce qu'on appelle épigénétique. Grand mot pour parler de comment l'environnement peut allumer les potentiels génétiques que nous avons. Et on a des résultats qui suggèrent, même avant la naissance, les stress vécus par votre mère pourraient influencer l'expression des gènes tels qu'il y a un virement envers des problèmes d'ajustement et peut-être un trouble alimentaire. Crois-le ou pas, nous avons une étude qu'on a faite avec Suzanne King, qui est aussi au centre de recherche au Douglas, sur une cohorte de jeunes qui étaient nés pendant le grand verglas de 1997. Leur mère était enceinte avec eux et vivait beaucoup de stress environnemental. Et ces enfants-là démontrent plus de symptômes de troubles alimentaires quand elles deviennent adolescents. C'est fou. On voit aussi des impacts de tous les stress qu'on a vécu pendant sa vie. Et malheureusement, les troubles alimentaires peuvent être associés aussi avec les grands stresseurs, les traumatismes vécus jeunes, d'autres choses de ce sorte. Mm-hmm. Alors, il faut penser, c'est pas de caprice, et c'est pas de faiblesse morale, et c'est pas des gens bornés qui veulent opposer leurs parents. Moi, je comprends que les troubles de l'alimentation arrivent parce qu'on porte une vulnérabilité physique réelle qui est activée par toutes les expériences de sa vie. Alors, je dis à mes patients, par exemple, tu ne te demandais pas à avoir un trouble alimentaire. Plutôt, tu te promenais sur le trottoir quand les déménageurs ont laissé tomber le piano et tu étais frappé par ça. Mm-hmm. C'est pas un manque de force de caractère qui a causé ça. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de renchérir là-dessus, comme quoi, tu sais, en tant que personne qui a vécu un trouble alimentaire, qui est activement à l'intérieur de ça en ce moment, sincèrement, les commentaires sur le poids de notre entourage, ah, t'as maigri, ça te va bien, ou ah, t'as pris du poids, ça te va bien, tu sais, ça peut être n'importe quoi à cet égard-là. Moi, je me suis déjà fait dire quelque chose l'année passée, puis c'est cet événement-là, tu sais, tu demandais la question, c'est quoi qui stimule ça? Moi, je pense qu'il peut vraiment avoir des gros triggers pour certaines personnes, pardon. Puis, je me suis fait faire un commentaire sur mon poids par une ancienne relation que j'avais très, très proche. Puis, pour moi, ça a été vraiment destructeur. Puis, ça l'a comme réouvert comme une confirmation mentale de comme, oh mon Dieu, dans le fond, genre, c'est comme, je suis comme retombée dans ce cycle vicieux-là à cause de juste un commentaire comme ça. Fait que c'est de vraiment comme apprendre à s'auto-réguler quand on a envie de faire un petit commentaire de même. On sait pas ce que ça veut dire, une prise, une perte de poids. Ouais. Chez quelqu'un, on sait tellement pas ce que la personne traverse. Est-ce que la personne vient de perdre son père? Peut-être, fait qu'elle a perdu 35 livres à cause de ça. Puis genre, c'est comme, on sait tellement pas, là. Fait que de juste être conscient des commentaires qu'on pose, puis d'en poser moins. C'est, ah, t'es belle aujourd'hui, t'as pas besoin de dire, genre, t'es belle parce que t'as maigri, ou tu sais, comme, vraiment, je pense que il y a tellement de gens qui font encore ce genre de commentaires-là, puis ça a juste pas la place. Surtout pour des gens qui ont une sensibilité aux troubles alimentaires. Fait que. Ouais, puis même, je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis même même si c'est pas dirigé à nous, le commentaire, tu sais, t'entends ton ami qui se fait dire « Wow, t'as perdu du poids, là, c'est beau », puis là, toi, t'es à côté, puis tu peux aussi avoir cette vulnérabilité-là. 100%. Même si c'est pas dirigé à toi, tu sais, ça peut trigger aussi, ou genre, je suis vraiment fière, j'ai perdu 15 livres en tant de temps, puis la personne à côté, ça peut aussi trigger des émotions négatives aussi, fait que je trouve ça quand même intéressant. C'est sûr, nous vivons tous dans une société qui a une manie pour le minceur et qui survalorise le minceur comme si c'est une atteinte incroyable. Et qui, je pense qu'on a besoin vraiment de travailler sur
on travaille sur toutes sortes de dimensions de diversité ces temps-ci, et une, c'est la diversité corporelle. Ouais. On ne veut pas rendre le minceur illégal, mais il y a beaucoup d'autres formes de corps humains qui sont corrects, qui sont en santé, qui vous transportent comme votre corps devrait à travers votre vie. Et je pense qu'on a besoin de tous creuser un peu dans nos propres croyances, parce qu'on est socialisés tous, hommes et femmes, garçons et filles et tout le monde, à croire, mettre trop de cash sur le minceur. Donc, une des motos, c'est sûr qu'on utilise dans le monde de ceux qui travaillent avec les troubles de l'alimentation, c'est no fat talk. On ne parle pas dans ce genre de langage. OK. Puis c'est intéressant parce que je pense que ça apporte aussi toute la dimension réseaux sociaux. Mon Dieu. Où est-ce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens, beaucoup de commentaires, beaucoup de débats aussi ces temps-ci. Donc, comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent affecter tout ce qui est troubles alimentaires, symptômes? Donc, par exemple, Dr. Steiger, vous avez parlé que ça fait 35 ans que vous travaillez dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez remarqué une hausse ou des Évolution. changements quelconques depuis la popularité des réseaux sociaux? Il y a sûrement eu une grande hausse dans l'incidence des troubles de l'alimentation depuis les années à peu près 60, 70, 80. Ça semble avoir plafonné, possiblement, mais à un niveau très élevé. Et c'est sûr qu'il y a des tonnes d'évidence qui indiquent, par exemple, le nombre d'heures d'utilisation des réseaux sociaux que les gens font est directement lié au développement des symptômes de troubles de l'alimentation. Et on peut reconnaître toutes sortes de sites qui vont glorifier les régimes et la poursuite de minceur, et même qui utilisent l'intelligence artificielle pour cerner que vous avez un intérêt dans ces choses. Bien, je vais vous amener même plus profondément dans les sites qui mettent l'accent sur ces choses. Alors, ça peut être assez néfaste. Ces genres de choses. Mais je ne vais pas démoniser les réseaux sociaux non plus. Ça peut être un outil très puissant. Ça peut être l'inverse complètement aussi, oui. Ouais. Et Gloria est un exemple de quelqu'un, je pense, qui fait ce genre de travail constructif avec cet outil. Hein? Ben, en fait, moi, c'est ça, j'ai comme une plateforme sur les réseaux sociaux depuis officiellement 10 ans. OK. Hier, ça a fait 10 ans. Puis, j'ai commencé les réseaux quand j'avais 12 ans. Fait que c'est fou de me dire que j'ai comme évolué vraiment comme publiquement devant les gens. Fait que j'ai vraiment été confrontée aussi à voir d'autres personnes sur Instagram, à suivre ça, à être investie dans les réseaux sociaux plus que les gens typiques normaux, là. Comme, pas que je suis anormale, mais c'est comme plus que en général chez les gens, étant donné que je fais ça depuis 10 ans, tu sais, déjà. Puis je pense que oui, c'est comme il y a un moment dans ma vie où est-ce que c'est super nocif pour moi de littéralement genre être sur Instagram, je suivais des comptes, des corps que je voulais tellement tant avoir, des trucs de fitness qui étaient comme, tu sais, parce qu'il y a des trucs de fitness qui peuvent être sains aussi, là. Mais tu sais, des choses vraiment comme plus dans une optique de mes pensées toxiques. Fait que je voyais ça, j'ouvrais, puis c'était juste ça que je voyais. Fait que ça me carburait encore plus dans mon cycle toxique. Puis j'ai fait le switch justement quand j'ai eu mon recovery pendant 2 ans. Puis j'ai décidé de tout unfollow les personnes qui me faisaient sentir mal à propos de moi-même. Puis c'est pas de leur faute, c'est moi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Genre, je me sentais pas bien de regarder leur contenu, même malgré que peut-être que, eh ben, fine la fille ou comme ça me faisait pas sentir bien à propos de moi-même. Fait que pourquoi suivre un compte qui ne m'apporte pas de l'inspiration ou qui ne m'élève pas vers le haut quand j'ouvre mon sel, puis on le sait à quel point on est souvent sur nos selles. Fait que j'ai fait tout ce ménage-là, puis j'ai commencé à suivre des gens qui représentaient mon poids. Fait que comme la représentation, le pouvoir de la représentation, j'ai comme pris conscience de ça dans les dernières années, puis c'est pour ça que j'ai autant parlé haut et fort de mon trouble alimentaire, parce que je me dis, si je peux représenter ça pour des gens, pour moi, c'est une façon de traverser cette épreuve-là que je vis. Puis c'est aussi une façon pour moi de put it out there puis de dire que comme tout le monde peut avoir
ça. Puis moi, je suis personnellement aussi des filles qui sont plus curvy, qui s'ouvrent à propos de ça, ou pas nécessairement, ils n'ont pas de troubles alimentaires, mais ils sont plus curvy. Puis genre, moi, quand ils mettent des vêtements, je suis comme, hey, moi, je peux porter ce chandail-là, dans le fond. Tu sais, parce que ça arrive tellement souvent que j'étais sur mon feed Instagram, puis je voyais une petite camisole, une fille, whatever, puis je pouvais pas porter ça, moi, parce que ça fit pas bien sur mon body type. Fait que là, j'étais comme, ah, tu sais, c'est beau, mais je pourrais pas porter ça. Mais d'avoir une représentation de ton corps, de ta silhouette dans tes réseaux sociaux, dans ton Instagram, dans les choses que tu consommes, ben c'est sûr qu'après, ça vient à normaliser ton poids parce que t'es comme, ben dans le fond, il y en a plein, là, des gens qui ont ma shape, puis comme, juste comme d'aller à la plage des fois, puis de regarder les gens à la plage au lieu de les regarder par un écran. Tout le monde a des silhouettes, des corps complètement différents, puis il n'y en a pas un qui est plus valide qu'un autre, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, c'est de se représenter. En tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a aidé par rapport aux réseaux sociaux, malgré que ça peut être nocif pour des troubles alimentaires ou whatever, c'est vraiment, vraiment de focusser sur la représentation puis de follow des gens qui me font sentir bien, puis de moi prendre parole pour justement aider les gens, puis de pas avoir honte, puis de m'affirmer dans ce que je suis, dans ce que je traverse, puis voilà. Puis Ouais. est-ce que, justement... Oui, c'est sûr que les médias ont tendance de promouvoir une vision singulière de beauté. La femme qu'on voit sur le couvert de, je sais pas, Cosmopolitain ou quelque chose Mhm. comme ça. Et, j'aime ton idée, Gloria, il faut vraiment introduire un espace pour des variations de toutes sortes qui existent et vraiment lutter contre ce concept on est brainwashed avec constamment. Mhm. Je voulais juste retourner aussi parce que tu as mentionné que tu avais trouvé pendant la pandémie Oui. que tu avais amélioré des choses, n'est-ce pas? Mhm. Et je dois dire que vous êtes une personne exceptionnelle dans ce sens-là parce que peut-être c'est intéressant pour les gens de savoir que pendant la pandémie, mondialement, on a vu une explosion dans l'incidence des troubles de l'alimentation. C'était très difficile pour la plupart des gens qui ont trouvé ça. Ça a déclenché des nouveaux troubles alimentaires. Ceux qui étaient un peu plus rétablis ont souvent rechuté dans des symptômes plus graves. Et les gens parlent de comment dur c'était l'isolation causée par Mhm. la pandémie, le sédentarisme, être assis devant son propre image sur son portable ou iPhone, tous ces genres de choses. Et juste être, privé de la possibilité de manger avec des amis ou avec la famille pendant la Ouais. distanciation. C'était très grave pour beaucoup de personnes. Mais c'est fou parce que moi, ça a vraiment fait l'effet contraire. Puis c'est vrai que quand j'en parle aux gens, les gens sont comme, ah ouais, c'est vraiment étonnant parce que la plupart des gens, ça a créé comme plus de triggers qu'autre chose. Mais moi, j'ai pris conscience aussi que, en fait, ce qui m'a aidé pendant la pandémie, c'est que vu que je sortais pas de chez moi, je mettais des vêtements qui me faisaient sentir confortable dans mon corps tout le temps parce que des jogging, des gros chandails, peu importe. Fait que j'étais moins conscious, consciente de ce que je portais, de comment c'était serré sur moi, de est-ce que les gens vont voir ça, est-ce que, tu sais, comme toutes mes pensées par rapport à comment je me présente socialement dans mon corps, comme quand je vois des gens. Moi, c'est mes pensées les plus intrusives. Fait que d'avoir une pause sur ça pendant la pandémie, puis d'être capable de faire comme, ben, enfant, il y a juste moi qui me vois, puis comme, hey, on va être ici pour 6 mois peut-être, là. Fait que, comme, pour l'instant, je vais juste comme, moi, ça m'a fait nouer avec le fait de cuisiner. Je cuisinais, je comprenais comme plus c'était quoi de se faire des bons repas. Comme, tu sais, ça a vraiment été révélateur pour moi, cette période-là de ma vie. Puis même que j'ai commencé à comme parler de mon trouble alimentaire sur les réseaux sociaux à ce moment-là aussi. Parce que je sais que c'est ça. Plusieurs personnes vivaient ça, mais moi, je le vivais complètement différemment. Puis, étonnamment, ben comme, tu sais, là, on a déconfiné, puis là, les sorties, puis tout ça. Puis moi, je remarque à quel point c'est fou comment c'est plus difficile pour moi maintenant qu'on est déconfiné. Ok. Parce que je pense que c'est vraiment quand... Moi, c'est mes vêtements. Je suis comme... Je veux être bien dans mes vêtements, je veux me sentir comme capable de faire ce que j'ai envie de faire pour ma journée, soirée, whatever. Puis je veux me sentir belle, tu sais, mais c'est comme si les vêtements sont tellement pas adaptés au corps curvy Mhm. que magasiner, avoir un outfit que j'aime, puis me sentir comme
dans mon pouvoir personnel, en magasinant puis en ayant un nouveau outfit, c'est rare, comme vraiment. Fait que si j'en trouve un, c'est le fun, mais tu sais, ça fait en sorte que je suis plus confrontée à mettre des beaux outfits, m'habiller, puis prendre soin de comment je vais me présenter en public. Et donc, je ressens plus souvent que c'est difficile qu'en pandémie. OK. En pandémie, tu sais, j'avais pas à faire ça. Fait que ces pensées-là de « mes shirts sont serrés, mais est-ce qu'on va voir? » Tu sais, comme ben non, parce que je voyais personne, puis je voyais mes 3 personnes les plus proches de moi, puis ces personnes-là, ben, j'avais comme un lâcher-prise avec eux. Fait que c'est fou de, c'est fou de réaliser ça, tu sais. Mais les vêtements, puis l'industrie de la mode, si on incorporait plus des vêtements adaptés aux formes des femmes réellement, je pense que ça aurait tellement un bel impact sur les troubles alimentaires. C'est juste que on n'est peut-être pas rendu là, mais c'est en ayant des discussions comme ça qu'éventuellement on va en avoir des changements comme ça, tu sais. Fait que, ouais. Et je pense qu'en même temps, tu mets l'accent sur quelque chose qui est important. Tu parles, quand tu étais un peu plus sur tes propres défis, il me semble, tu avais atteint ce qu'on appelle une soi autonome, un sentiment de bien-être à propos de soi-même qui n'est pas trop touché par l'égard des autres ou le penser de ce que les autres pensent, etc. Et c'est sûrement une chose qu'on travaille beaucoup quand on fait la thérapie. Avec quelqu'un qui a un trouble de l'alimentation. Je pense qu'on doit trouver cet espace où il y a une acceptation de soi comme on est, qui est pas touché par ce qui arrive autour, ou le note qu'on a eu sur un examen, ou toutes sortes de choses qui pourraient influencer son sentiment de bien-être. Alors, j'espère bien que tu vas retourner à cette place mentale. Et là, c'est drôle parce que, tu sais, oui, je suis dans une rechute, mais j'ai été justement voir mon psychiatre, moi, récemment, parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Fait que, tu sais, c'est aussi ça, c'est que je suis capable de reconnaître que j'ai besoin d'aide, puis juste de le nommer, puis d'aller chercher de l'aide, ben, pour moi, c'est super important. Puis je recommande à tout le monde qui vit des pensées comme ça de justement reach out pour de l'aide, de le nommer, d'aller en parler, parce que c'est ça qui va faire la différence. Puis j'ai vu mon psychiatre il y a environ 2 semaines justement à Douglas, parce que je suis suivie ici depuis que je suis toute jeune. Puis on a vraiment une consultation qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée. Puis j'ai même commencé à prendre une certaine médication pour divers trucs, pas nécessairement juste mon trouble alimentaire. Mais là, je vais déjà drastiquement mieux, tu sais. Ça fait juste 2 semaines. Fait que c'est fou comme là, je sens que je remonte tranquillement. Puis c'est un flow, tu sais, ça vient, ça part, puis éventuellement, je pense que oui, je vais être capable de m'en guérir complètement, étant donné que on l'a entendu tantôt, mais euh, d'aller chercher de l'aide, je pense que ça peut tellement, tellement aider. Fait que, ben, c'est ça, aller chercher de l'aide, ça aide. Mais est-ce que la première fois que tu avais eu justement conscience de ton trouble alimentaire, c'est toi qui allais chercher de l'aide ou c'est tes proches qui sont allés comme qui ont remarqué justement ça puis qui t'ont amené un peu, pas de force, mais. Moi, ben, en fait, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais beaucoup invalidée par rapport à mon trouble alimentaire avec mes parents. Fait que je, à ce niveau-là, non, mes proches ne remarquaient pas. C'était plus mes amis sur leur midi qui étaient comme Glo, t'as pas mangé encore, t'as pas mangé. C'est comme, fait que j'avais des commentaires de la part de mes amis qui me faisaient, moi, comprendre que j'avais un comportement qui n'était pas nécessairement normal plus jeune. Puis éventuellement, avec mon suivi en psychiatrie que j'avais comme au secondaire, qui était vraiment plus intense que maintenant, justement, dans mes consultations avec ma psychologue ou whatever, j'en parlais de ça. Puis c'était difficile, là, parce que, ouais, comme on dirait, je parlais de tout sauf ça dans mes consultations. Parce que j'étais comme si je le nomme, ça veut dire que c'est réel, ça veut dire qu'on va m'aider, ça veut dire que peut-être je vais prendre du poids. C'est ça qui fait peur quand on a un trouble alimentaire, c'est que tu te dis, si je le nomme, on va m'aider, mais m'aider, peut-être, c'est de prendre du poids. Mais peut-être pas aussi. Peut-être que comme ton poids va rester le même, puis c'est juste que dans ta tête, ça va tellement être plus léger, tu sais. Fait que, mais c'est ça, je m'égare un peu là, de ce que tu m'as demandé, mais bref, ouais, c'est ça. C'était toi qui as réalisé par le discours de tes Moi, j'ai amis. réalisé par le discours de mes amis, puis éventuellement, la première fois que j'en ai parlé à ma psychologue, j'ai dit, je pense que j'ai besoin de voir une nutritionniste. Puis là, j'étais comme, parce que je veux comprendre ce que je mange,
pourquoi je mange ça, puis c'est quoi ma relation avec la nourriture. Mais comme si tu me dis, ben là, tu sais, comme on va travailler sur la confiance en soi, pour moi, c'était pas C'est pas relié. effectif. Ouais. Comme oui, 100%, là, c'est super important d'accepter puis d'avoir confiance, mais moi, ce qui avait vraiment été bénéfique, c'est de voir une nutritionniste parce que je comprenais comme les nutriments qu'il fallait que j'aille. Puis, tu sais, je mangeais, puis elle m'obligeait pas à manger, elle me demandait juste comme qu'est-ce que tu manges, moi, comme quoi tes repas préférés, tu sais, c'est de réapprendre éventuellement que la nourriture, c'est là pour t'aider, pour te faire carburer et non le contraire. Mm. C'est fou, là, parce que, genre, je l'ai dit, puis je l'ai... Mais c'est tellement difficile à comprendre quand t'es dans cet engrenage-là, puis... mais c'est comme... Qu'est-ce que... Si, mettons, moi, j'avais un bébé demain matin, là, est-ce que je nourrirais mon bébé? Genre, c'est comme, oui, là, clairement, je ferais pas comme, ben non, genre, je vais pas lui donner du lait, là, tu sais, c'est comme... C'est... Pourquoi on se parle comme ça à nous-mêmes? Tu sais, c'est vraiment juste un manque d'amour propre, là. Ouais. Fait que... Ouais. C'est important d'éclaircir cette notion aussi parce que les gens ont souvent peur de rechercher de l'aide, de Mhm. chercher de l'aide, croyant que ça va, on va être obligé de faire des choses qu'on n'est pas prêt à faire, qu'on va être forcé de manger et de prendre du poids. Et oui, c'est vrai que les anciens modèles de traitement avaient des éléments très, très coercitifs. On faisait beaucoup d'hospitalisation et alimentation forcée, etc. Que je dois dire, c'est passé de date. On ne fait pas ça non plus. Et la plupart des traitements, sauf quand la personne est vraiment dans un état médicalement précarieuse, sont en externe et notre philosophie, c'est vraiment à propos de supporter les choix autonomes de l'individu, de lui laisser arriver à vraiment décider qu'est-ce qui est dans mon meilleur intérêt. Mhm. Et oui, peut-être si je saute une souper, j'ai pas besoin de jongler à propos de ce que j'ai mangé. Je peux sortir avec les amis et m'amuser ou peut-être étudier, mais c'est pas nécessairement en évitant ce qui arrive quand je mange que je fais le choix qui m'aide à vraiment me rétablir. Alors, mais aussi, ça, je pense que ton histoire ressemble souvent au début du trouble. Les gens ont une certaine, c'est renforçant au début peut-être, on file une certaine maîtrise, sentiment. Alors, initialement, on n'est pas apte à aller chercher de l'aide jusqu'à temps que tranquillement on commence vraiment à pouvoir à réviser. Oui, mais à quel coût est-ce que je maintiens cette contrôle ou cette minceur? Puis j'adore ça parce que vous allez directement dans nos sujets au fur et à mesure, Mhm. sans transition même. Oui, Donc, c'est vrai. Oui. on voulait maintenant parler des solutions un peu. Donc, vous avez déjà commencé à les mentionner. Donc, Dr. Steigers avait parlé du soi autonome. Vous avez parlé aussi de ne pas trop aller dans les restrictions. Gloria, tu parlais d'aller chercher de l'aide. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres trucs concrets qu'on peut, soit qui peut être facile de faire à la maison ou d'autres concepts qui sont très, très importants pour justement pour mieux aller? Ben, c'est drôle, moi j'ai commencé avec le meal prep tantôt, mais moi le meal prep ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup parce que, puis d'aller comme, là je parle vraiment, c'est vraiment plus d'un point de vue de mes conseils personnels, là, c'est pas vraiment, Mhm. tu sais, on a un expert ici pour une raison, tu sais. Mais moi, mettons, l'épicerie, ça me crée énormément d'anxiété, là, comme OK. à un autre niveau parce que je suis comme, oh mon Dieu, il y a tellement d'options, il y a tellement, qu'est-ce que je prends, c'est quoi les choix. Puis, fait que, mettons, de me faire livrer mon épicerie au lieu d'aller à l'épicerie. Moi, c'est OK. un truc que j'ai développé récemment qui m'aide énormément. Puis, dans le fond, de faire des meal prep. Fait qu'il y a une fois dans la semaine où est-ce qu'il faut que vraiment que je me pousse à comme, OK, Glo, on va manger cette semaine. Puis c'est comme un engagement envers moi-même parce que je suis comme, je veux pas gaspiller la nourriture parce que, comme on est tellement privilégié de manger, tu sais. Mm. C'est aussi ça de se ramener dans nos privilèges de, hey, j'ai de la bouffe qui est accessible à moi, comme d'être dans la gratitude de pouvoir manger, tout simplement. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que là, je vais comme prendre l'élan de comme, OK, ça va être confronté un petit peu, je vais avoir des pensées intrusives, mais je vais le faire quand même. Puis là, ça sent bon, puis là, je vois le positif de comme, OK, alors, comme je vais prendre des bons nutriments pour moi. Tu sais, il y a une possibilité aussi de manger des bonnes choses, puis de savoir que ça va vraiment t'apporter de l'énergie pour cette semaine. Et là, je fais mes petites portions. Puis, au courant de la semaine, ben, je sais que comme
il y a ce repas-là qui m'attend pour dîner, il y a ce repas-là qui m'attend pour souper, tu sais. Fait que ça m'engage d'avance envers moi-même à manger. Puis j'ai une certaine quantité qui est comme saine pour moi de manger. Et donc, comme je perds pas le contrôle, puis ça régule. Fait que ça, c'est deux choses que j'ai trouvées, mais par expérience personnelle. Puis sinon, vraiment des affirmations positives, comme ça a l'air tellement underrated, mais d'écrire dans un journal, je suis dans la gratitude que mon corps puisse me permettre de marcher, tu sais, de revenir à l'essentiel de ce que ton corps te permet de faire au lieu de ce qu'il a l'air, puis de réaliser que ton corps fonctionne, puis que justement pour qu'il continue à fonctionner, pardon, il faut que tu en prennes soin, tu sais. Fait que des affirmations positives dans la gratitude de qu'est-ce que mon corps me permet de faire. Il me permet de rire, il me permet d'avoir des relations sexuelles, il me permet de manger, de danser, de marcher, de voir des paysages, tu sais. Fait que pour moi. Et Gloria mentionne, je pense, deux éléments très clés. Une, c'est l'idée d'exposition à la nourriture, à la préparation de la nourriture. Je mentionnais que dans notre programme de jour, les gens préparent leur repas ensemble. C'est un aspect très central thérapeutique. Ça ramène l'idée que j'ai mentionnée avant, que dans une troupe d'alimentation, dans un sens, c'est très complexe, mais il y a toujours au centre un élément de phobie. Et on sait tous que pour maîtriser des phobies, on a besoin d'avoir une exposition aux choses qui génèrent un inconfort ou une peur. Alors, de systématiquement, dans une façon structurée, s'obliger un peu de manger. Et si j'ai une phobie des chiens, je pourrais éviter d'approcher des chiens, mais en faisant ça, je ne vais jamais maîtriser ma phobie. Alors, il y a cet élément. Il y a aussi l'élément que tu as mentionné de trouver d'autres dimensions sur lesquelles on peut avoir une relation positive avec soi-même et une estime de soi positive. Mais vous savez de quoi je pense que c'est une chose très difficile à faire seul. Alors, j'encouragerais n'importe qui écoute cette podcast de vraiment considérer où est-ce qu'on tourne pour chercher de l'aide. Il y a des groupes d'entraide, comme au Québec, il y a l'ENEB qui offre d'entraide de toutes sortes et qui est un organisme très excellent. On peut tourner envers les programmes comme celles qu'on a ici à l'Institut Douglas ou à d'autres hôpitaux où il y a des soins qui... On sait que les traitements marchent. Ouais. Ça aide les gens à s'en sortir plus rapidement et à vraiment trouver une maîtrise sur leur trouble de l'alimentation qui est difficile à atteindre, comme j'ai dit, seul. Et encore, j'aimerais juste que les gens réalisent que on ne va pas attraper les gens et les forcer de faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est pas comme ça qu'on est. On n'est pas agent de police, de poids ou d'alimentation, nous les cliniciens. On veut plutôt être des conseillantes, des bonnes conseillantes qui aident les personnes à vraiment réévaluer leurs croyances et est-ce que c'est vraiment dans ton meilleur intérêt de faire ce genre d'évitement, par exemple. On travaille aussi beaucoup avec la famille ou les réseaux. Ça peut être un copain, n'importe qui en qui on a confiance peut devenir une paire aidant. Oui, vraiment. Ils peuvent être très, très importants aussi, juste avoir quelqu'un en qui on a confiance, qui pourrait dire, je ne pense pas que tu as mangé assez là, ou peut-être, aie pas peur, c'est correct, tu as bien fait, c'est important aussi. Ça me fait penser, moi j'ai une amie, puis j'ai un lien excessivement de confiance avec elle. C'est pas ce que je viens de dire, mais j'ai un lien de confiance vraiment grand avec elle. Puis quand on voit que j'ai des rechutes, elle me dit, Glo, aujourd'hui, je te demande de m'envoyer au moins une photo de un repas par jour. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde parce que ça se peut pour d'autres, ça pourrait créer des tensions, des frictions dans la relation. Mais pour moi, je trouve tellement que mon Dieu, mon ami veut vraiment m'aider à m'en sortir. Puis, de faire cette action-là, puis de dire, regarde, puis là, genre, je me donne pour ma représentation. Je suis comme, OK, je vais envoyer une belle photo. Juste ça, tu sais, on parlait de père, là, de s'aider des gens qui nous entourent. Des fois, d'offrir ça. Hey, veux-tu que je te demande de m'envoyer une photo de ce que tu manges une fois par jour pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, comme quand tu es autour de la nourriture, si
ton ami se confie à ça aussi, d'avoir une écoute, puis de pas faire comme, ben non, t'as pas de trouble alimentaire, check-toi, ou comme, Ouais, c'est ça. c'est comme de pas invalider surtout l'autre quand l'autre prend le temps de se confier par rapport à ça, parce que c'est tellement une grande vulnérabilité, puis c'est difficile d'ouvrir la discussion. Fait que, tu sais, de faire comme, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Est-ce que ce contexte-là te sécuriserait plus si on mange comme ça? Tu sais, vraiment de... Puis même si votre ami n'est pas nécessairement, ou la personne proche de vous n'est pas nécessairement en contact avec un trouble alimentaire, d'avoir cette sensibilité-là parce que, justement, c'est tellement pas dit pour plusieurs personnes que plusieurs personnes ont des troubles alimentaires que d'avoir une sensibilité autour de la nourriture. Puis, par exemple, l'autre jour, je suis allée souper avec des amis, puis il y a quelqu'un qui m'a dit «Ah, t'as vraiment beaucoup mangé, hein? Je sais pas comment t'as fait pour finir ton assiette.» Puis, tu sais, comme ce genre de commentaire-là, ben non, comme avoir une sensibilité de on sait pas qu'est-ce que ça a pris à la personne de manger cette assiette-là, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de son cerveau en ce moment pour. Ou, puis si elle mange pas, t'as pas faim? Ben voyons, genre, tu manges pas beaucoup. C'est comme, même juste ça, tu sais, c'est comme, ben oui, ok, bon, ça peut être un renforcement pour quelqu'un aussi. Exact. Fait que c'est. Pour vrai, c'est juste d'avoir une certaine sensibilité autour de la nourriture dans les repas partagés ou vraiment c'est ça, là, d'entourer les gens qui, dans un safe place autour de la nourriture le plus possible. C'est intéressant que même je mentionnais l'hospitalisation. Et vous savez qu'un traitement qui a pas mal remplacé l'utilisation d'hospitalisation, spécialement pour des personnes jeunes qui sont atteintes d'une trouble de l'alimentation, c'est le travail avec le réseau dans lequel on forme les proches, les parents, la fratrie, les amis, les conjoints, comment comprendre ce que la personne vit quand elle a une trouble de l'alimentation, être capable, dans ce sens-là, être plus empathique et moins coercitive, moins frustré par la personne. Mhm. Et on forme les gens dans l'entourage un peu de comment offrir de l'aide constructivement. Et dans des grandes mesures, cette genre d'approche égale l'hospitalisation en termes de bénéfices pour la personne. Alors, ça a grandement remplacé l'utilisation d'interner les gens, des choses comme ça, pour une trouble de l'alimentation, qui est vraiment le traitement, le dernier recours qu'on devrait utiliser très rarement. C'est cool de voir à quel point l'environnement a un impact vraiment sur la santé mentale directe, sur le trouble alimentaire. Puis c'est vrai, souvent les triggers viennent souvent des discours des autres ou des images qu'on voit autour de nous. Donc je trouve c'est quand même intéressant que le traitement vise justement les proches, puis nos amis, puis tout ça, parce que des fois c'est pas mal intentionné, là, quelqu'un qui nous dit ça, mais peut-être juste d'être conscientisé, ça va aider justement Mhm. à réduire justement les triggers que les gens pourraient avoir au niveau du poids puis de l'alimentation. On a besoin d'apprendre aux proches. Par exemple, même les commentaires comme «Oh, t'es belle» C'est ça. peut être entendu comme «Oh, j'ai grossi». Ouais. L'entourage a besoin de vraiment être rendu sensibilisé Mm. au vécu de la personne. Ce Ouais. qui a l'air un compliment n'est pas nécessairement très aidant, par exemple. Exact. Ouais. Puis, ben, en fait, je pense que c'est un très bel endroit pour terminer la discussion. Donc, Ouais. on voulait prendre le temps de vous remercier donc pour votre expertise, pour votre expérience, aussi pour avoir permis de bien terminer avec vos trucs, puis avec, bon, aussi mettre l'emphase sur le fait que le support social est très, très important. Mhm. Et puis, en fait, on va aussi inviter les auditeurs à poursuivre la conversation dans les commentaires de la chaîne YouTube si jamais vous voulez partager votre expérience, renchérir et tout ça. Et puis avant de terminer, on voulait juste savoir, par exemple, Dr. Steiger et Gloria, si on veut continuer à suivre votre travail, ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous suivre? Ben moi, c'est sur les réseaux sociaux. En ce moment, ma plateforme principale, c'est Instagram et TikTok quand même aussi. Puis éventuellement, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir d'autres plateformes. Je tease un peu, mais voilà, fait que ça serait comme ça. Puis je poste du contenu sur les réseaux sociaux où justement je vais parler de ma relation avec mon corps. Je vais essayer de faire des photos où est-ce que mettons, je pose mon corps d'une certaine manière. Puis là,
Après, je le dépose pour comme normaliser un corps dans un... Quand tu es assis, quand tu fais pas une petite pause Instagram. Et j'essaie d'orienter mon contenu vers ça et le bien-être, puis la pleine conscience. Alors, c'est là qu'on peut me suivre. Ouais. Et vous, Dr. Et pour moi et pour mon programme, Ouais. on surtout vérifie le site Internet de notre CIUS, Ouest de l'île de Montréal, et va vers le site pour les aspects du site pour l'Institut Douglas et finalement le continuum des troubles de l'alimentation. Vous allez suivre toutes sortes de développements en recherche et en clinique. Si avez une inclination un peu académique, vérifiez les publications qui sortent, qu'on peut voir, spécialement, ça se parle de nos recherches. Et il y a aussi une site sous mon nom aussi qu'on peut aller voir, où il y aurait des renseignements et des mises à jour. Ah, mais c'est super. Mais merci. On va ajouter justement vos réseaux dans la barre d'informations pour ceux qui l'écoutent sur YouTube. Comme ça va être plus facile pour eux venir vous rejoindre sur Instagram et autres plateformes. Je voulais prendre le temps de vous remercier, moi aussi, pour l'invitation, vraiment. Puis juste le podcast en général, je trouve que c'est vraiment une belle façon d'ouvrir des discussions sur la santé mentale. Puis je pense vraiment que votre podcast va avoir un bel impact sur beaucoup de personnes. Et merci beaucoup. Moi aussi, je dois vous remercier et j'ai apprécié beaucoup l'opportunité d'échanger comme on a fait avec tout le monde ici. Et c'est vraiment une cause importante que vous faites aussi. Vous devez réaliser de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et naturellement, une qui est d'intérêt particulier pour moi, c'est les troubles de l'alimentation. Ce sont des choses très mal comprises. Alors, vous avez aidé, je pense, à faire sortir des messages qui aident les gens à avoir une meilleure compréhension. Merci. Merci beaucoup. Puis on souhaite continuer encore pendant un petit bout. Oui, donc, on croise les doigts que ça marche bien. Oui, j'ai confiance pour vous. Merci. Donc, ouais, on va se souhaiter, je pense, une bonne journée. Ouais, puis, Oui. ouais, ça. Merci. Merci Bye. beaucoup. Merci, au revoir.